Deux rixes entre bandes ont coûté la vie à une adolescente de 14 ans et un adolescent de 15 ans cette semaine, les deux victimes de coups de couteau. Dans ces rixes, on trouvait outre des couteaux, des battes de baseball et autres barres de fer dans les mains de jeunes dont les moins âgés avaient 12 ans. En 2020, il y a eu 186 rixes enregistrées rien qu'en Ile-de-France et 357 en France, une par jour. Les protagonistes sont toujours jeunes et pour certains très défavorablement connus des services de police. On ne meurt d'ailleurs pas que dans les rixes. Vendredi soir, un jeune de 15 ans a été tué par arme à feu à Bondy pour un motif futile. D'où le débat du dimanche sur Sud Radio, rixes entre bandes, cette jeunesse est-elle perdue? Et pour le moment, vous êtes 82,6% à dire oui sur Twitter. Avec nous pour en débattre, Jean-Pierre Rosenzweig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, membre du Conseil national de la protection de l'enfance et expert auprès de l'UNICEF. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et Alexandre Touzet, vice-président du conseil départemental de l'Essonne, délégué à la prévention de la délinquance, à la sécurité et la citoyenneté, président du groupe de travail de la prévention de la délinquance de l'Assemblée des départements de France qui travaille au Beauvau de la sécurité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Quand on voit la violence de ces jeunes, on se demande s'ils ont un surmoi. Le surmoi, c'est ce qui vous empêche de transgresser les règles. Comment vous trouvez cette génération par rapport aux générations précédentes? Tiens, on va commencer avec Jean-Pierre Rosenzweig. Comme vous étiez juge il y a déjà pas mal d'années, vous avez vu les générations évoluer avec le temps. J'allais dire, sans faire de mauvais humour, que ça me rappelle ma jeunesse, toutes les plaisanteries mises à part, des bandes de jeunes en Seine-Saint-Denis, j'en ai connu comme juge pour enfants, des jeunes porteurs d'armes, malheureusement déjà il y en avait, à l'époque c'était les serpettes, ils se coupaient à la serpette, sinon au pistolet. Des attaques futiles, comme vous le disiez, des agressions. Je me remémore ce jeune, ce gosse qui avait 12 ou 13 ans, qui est mort pour une montre, agressé par un groupe. En d'autres termes, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas grave. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas préoccupant. Ça ne veut pas dire même qu'il y ait des facteurs de très grande inquiétude pour l'avenir. Je ne suis pas du tout en train de minorer les choses. Je suis en train de dire qu'effectivement, on a déjà connu sur les 20 ou 30 dernières années cette préoccupation. Souvenez-vous, ça va être le cœur du sujet et du débat avec M. Touzet, souvenez-vous de la campagne Jospin-Chirac qui était sur la fracture sociale. Est-ce qu'effectivement, nous avons réduit cette fracture sociale? Je pense qu'avec M. Touzet, on sera d'accord pour dire que malheureusement non, qu'une partie, une minorité, mais une partie de la jeunesse de France est en grande difficulté, elle est en danger et dangereuse. Les deux sont valables. Elle est dangereuse parce qu'en danger. Et comment on va pouvoir répondre à cela? C'est la question qu'on va aborder tout à l'heure. Alexandre Touzet, est-ce qu'ils ont un surmoi? Parce que sortir avec des couteaux, ça avait peut-être ancien combattant, ce que je dis, mais à notre époque, on n'imaginait pas ça. Écoutez, je pense qu'ils ont leur surmoi. Ils n'ont peut-être pas le surmoi qu'on souhaiterait leur donner, leur prêter, mais ils ont un surmoi. C'est effectivement une culture de la bande qui les valorise à travers des actes violents, et je pense qu'il faut effectivement rentrer dans cette logique pour les comprendre et accepter qu'ils ont un surmoi, mais l'enjeu, c'est de leur faire justement de changer de surmoi. Alors justement... Oui, monsieur. C'est qu'effectivement, comme ils sont, j'allais dire, à volo, ils vont trouver dans la bande des choses qui leur manquent, c'est-à-dire le groupe, la protection des uns et des autres, du pouvoir sur le quartier, pourquoi pas de l'argent derrière. Souvent en arrière-fond, il y a le débat sur le trafic de drogue avec la mafia. Et puis quand c'est pas la mafia, ce sont les prédicateurs. En d'autres termes, la bande va leur donner à la fois du pouvoir, du statut, de l'argent, de la reconnaissance et peut-être contribuer, comme disait M. Touzet, à ce surmoi qui n'est pas le nôtre, mais qui est une réalité. Et comment s'y attaquer? Il y a des possibilités, il y a des pistes en tout cas. Et si on analyse bien, on doit pouvoir s'attaquer au sujet. Alors justement, Alexandre Touzet, on va revenir avec vous parce que c'est l'Essonne où ça a vraiment commencé cette semaine. Je cite, il était prévu que les plus âgés, 17 ans, laissent les plus petits de 13-14 ans se battre sur leur surveillance. Il ressort que les plus petits se sont battus, les plus grands étant en retrait. Parmi eux, celui qui a porté les coups de couteau âgé de 15 ans est allé au contact. Il s'est retrouvé encerclé et a porté 2 coups de couteau en direction de chacun des mineurs de Quincy. C'était une bagarre entre Quincy et Épinay. Est-ce que, quelque part, on n'est pas en train d'assister, j'allais dire, à une territorialisation, voire une tribalisation de certains quartiers de France? Oui. Alors, c'est très ancien.
C'est très ancien et d'ailleurs c'est le cœur du sujet parce que on voit bien que les stupéfiants c'est un peu une logique à part. Parfois ça peut s'entremêler, mais le cœur du sujet c'est une logique tribale. C'est l'honneur du quartier, c'est l'identité du quartier. Et derrière ces bandes, il y a parfois d'autres sujets de délinquance, de territoire, etc. Mais principalement c'est une logique tribale et cela existe depuis une dizaine d'années. Là on découvre rien en termes, je veux dire, de faits. Ce qui se révèle ces derniers temps, c'est une montée en puissance et des conséquences, puisque effectivement, 2 homicides en Essonne, c'est probablement stupéfiant. C'est cette montée en puissance, je veux dire, qu'on assiste. La logique tribale, elle est assez ancienne en Essonne. Vous êtes d'accord avec ça? C'était pareil en Seine-Saint-Denis, Jean-Pierre Rosenzweig? Oui, tout à fait. Entre Épinay et Épinay-sur-Seine, là, pour le coup. Oui, là, on était à Épinay sous Sénart. C'est pas... Voilà. Non. Et Bondy, Bobigny. Enfin, oui, bien entendu que c'est dans tous les quartiers très, très, très urbanisés. La question qui nous est posée, c'est comment faire en sorte que ces jeunes ne s'identifient pas sur leur territoire et dans des bandes, mais pourquoi pas dans des clubs de sport, à la municipalité, pourquoi pas au département. C'est le débat. Regardez, je pensais immédiatement aux bandes de supporters du Paris Saint-Germain à Paris, qui ne sont pas piqués des hannetons quand ils se prennent des rendez-vous complémentaires pour aller se battre, pour se castagner après mais ils s'identifient dans un club, ils ne s'identifient pas dans un territoire. Donc effectivement, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on donne comme perspective d'identification, d'avoir ce moi et ce surmoi dont vous parliez tout à l'heure, indépendamment de la défense d'un territoire. Parce qu'on peut le dire aussi, tiens, je l'ai vu en Seine-Saint-Denis, des bandes qui empêchent quelqu'un de passer, venant d'ailleurs, de passer dans leur territoire, simplement parce ils s'estiment propriétaires. Pour reprendre l'expression qu'on n'utilise plus aujourd'hui, ils tiennent les murs. Et sur ces murs ne peuvent venir que ceux qu'ils ont autorisés. Il faut casser ça, c'est possible de le casser. Il faut leur donner des alternatives. C'est ce que disait, je crois, M. Touzet ou un autre élu de ce département. Il faut les réinscrire dans la République. Ça va être tout l'enjeu. Ils croient à la République et non plus à leur territoire. Justement, Alexandre Touzet, vous travaillez au Beauvau de la sécurité, qui est en cours. Est-ce que ce phénomène de bandes de rixes, etc., est bien pris en compte par le Beauvau de la sécurité ? Alors, le Beauvau, c'est un autre axe, c'est que comment on adapte effectivement les forces de sécurité, comment on les modernise, alors il y a l'axe aussi de contact avec la population qui là rentre directement en lien avec le sujet. Moi, je pense qu'il y a un vrai travail du ministère de l'Intérieur à faire sur ce sujet. On voit bien que les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, je ne veux pas dire que ce sont fantaisistes, ça serait polémique, mais sont, à mon avis, un peu loin de la réalité. Quand le ministère de l'Intérieur dit qu'il y a seulement 4 bandes en dehors de l'Île-de-France, j'ai peine à le croire, si vous voulez. On a des chiffres assez contradictoires, ce qui peut s'expliquer aussi parce qu'un certain nombre de ces faits ne sont pas judiciarisés. Quand vous avez 2 bandes qui se tapent dessus, mais qu'il n'y a pas de trop de dégâts, c'est pas dans la culture de ces bandes d'aller se plaindre, d'aller se positionner en victime. Donc, vous avez qu'une partie de l'iceberg qui est clairement identifiée, et je pense qu'il y a un vrai enjeu de connaissance pour le ministère de l'Intérieur et pour les élus, pour tous les intervenants de ces phénomènes. Alors, on a effectivement le phénomène que vous avez indiqué d'identification au quartier, mais au-delà, sur chaque phénomène de bande, il faudra aller au fond, essayer d'identifier les origines pour pouvoir agir, identifier les lieux, tout ça. On en est très loin, à mon avis, d'avoir une connaissance très fine du sujet pour apporter une réponse. Jean-Pierre Rosenzweig, vous avez entendu Alexandre Touzet qui dit que d'après le ministère de l'Intérieur, il n'y a que 4 bandes hors de l'Île-de-France. Je vous ai vu tiquer. Je ne connaissais pas cette assertion, mais il ne faut pas être un grand scientifique pour dire que ça ne tient pas la route. Enfin, il n'y a pas qu'en région parisienne qu'il y a des problèmes. Ah bah oui, il y a le Mirail à Toulouse, les quartiers nord à Marseille, Lormont à Bordeaux, Loos-des-Bois à Pau, un peu dans toutes les villes de France. Je vous fais remarquer que vous avez cité les villes du Sud. Oui. Ça, je m'y attendais. J'allais vous citer aussi pour vous faire un clin d'œil. Oui. Mais effectivement, en région lyonnaise, en région nordique, et ailleurs, en Bretagne. Allez, c'est pas que en région Île-de-France. C'est un problème urbain, même si on sait aussi que ça devient périurbain dans un certain nombre de circonstances. Le problème, c'est que, pour rejoindre le début de notre échange, c'est que la situation actuellement est inquiétante et je pense qu'elle va empirer demain si nous ne faisons rien.
Et c'est là il faut commencer, et par là il faut commencer à identifier les Excusez-moi Jean-Pierre Rovenzweig, quand vous dites empirer, c'est-à-dire qu'on va passer du couteau à la Kalachnikov par exemple ? Non, au côté de la Kalachnikov, elle existe déjà. Oui, elle existe déjà, mais là, je veux dire, ce serait plus des rixes avec des couteaux, mais avec des armes à feu en nombre. J'en étais pas là, puis j'ai pas la boule qui permet de prédire ça. Non, ce que je voulais dire, d'une manière très politique, c'est que je crois qu'une partie de la jeunesse qui est laissée à elle-même, parce qu'il n'y a pas la protection familiale et la protection sociale, demain, avec le fait que plus que jamais la protection familiale va s'estomper dans un centre de milieu et que la protection sociale n'est pas à niveau, je pense qu'on va avoir de gros problèmes. Des familles vont être laissées à eux-mêmes et donc des enfants vont être laissés à eux-mêmes. Pour prendre un sujet que connaît bien M. Touzet, et en plus, M. Touzet, et qui ne concerne pas l'Essonne. Je vous le disais en la partie hier, 17 départements ont d'ores et déjà supprimé la prévention spécialisée, c'est-à-dire les éducateurs de rue qui vont au contact des jeunes en difficulté entre 6 et 25 ans et qui, quelque part, peuvent éviter que ces gosses en danger ne basculent vers la délinquance ou ne basculent vers la bande qui va, effectivement, elle, leur offrir le statut dont ces gosses ont besoin. Donc, je pense qu'effectivement, on a un problème à court terme, qui est un problème d'ordre public et de police, incontestablement, avec la police qui doit intervenir et la justice qui doit suivre. Et avec cette idée, qui est déjà compliquée, c'est qu'il ne faut pas gérer le problème seulement d'ordre public au jour près, mais en perspective de 2 mois, 3 mois, 4 mois, parce que si aujourd'hui on incarcère quelqu'un et que le même qu'on a incarcéré il y a 3 ou 4 mois sort aujourd'hui, le problème n'a pas été résolu. Donc il faut gérer l'ordre public à court et à moyen terme. Mais dans le même temps, il va falloir gérer le problème à long terme. Alors à long terme, la question qui est posée, elle est double, me semble-t-il, et je vais être très rapide, c'est comment mettre les parents en situation d'exercer la protection familiale qui est nécessaire à ces gosses pour qu'ils ne basculent pas dans d'autres milieux. Et là, c'est un sujet qui n'est pas évident, parce qu'il faut identifier qui fait quoi au sein de la famille, avec des familles reconstituées, avec des familles venues d'ailleurs, avec d'autres cultures, où ils ont le sentiment de protéger leurs gosses quand ils ne les protègent pas. Et puis, c'est le débat sur le soutien à apporter aux parents. Je l'ai identifié à toute vitesse, le débat autour de la prévention spécialisée, mais regardez, le service social scolaire, le service de santé scolaire, la protection maternelle et infantile, la psychiatrie infantile sont en très très grande difficulté. On voit bien qu'il y a un enjeu entre l'État et les collectivités territoriales de remettre du soutien aux parents. Et puis le dernier point, le deuxième grand point, c'est permettre à ces jeunes, pas seulement individuellement, mais collectivement mais individuellement aussi, d'avoir des perspectives de vivre, de gagner leur vie, autrement que par la mafia et le trafic de drogue, et d'avoir un statut, c'est-à-dire d'exister, d'être, je suis, et de ne pas prendre un regard comme étant une insulte, comme étant une négation qui leur est faite. On voit que c'est un programme, tout ça. C'est pas monsieur qui va me contredire, c'est un programme qu'il faut inscrire sur 10 ou 20 ans et qu'on n'a toujours pas véritablement inscrit. Alexandre Touzet, comme disait le général de Gaulle, vaste programme. Oui, mais vaste programme, il a raison. Mais regardez, dépassons tous les clivages politiques. On est très 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 loin de 1981 avec Gilbert Bonnemaison qui avait lancé, mais que ça n'a pas été suivi par la gauche comme par la droite, qui avait lancé, j'allais dire, un réveil de la France par rapport à ces banlieues qui étaient abandonnées. Je rappelle que Gilbert Bonnemaison, c'était un député socialiste de la Seine-Saint-Denis. Alexandre Touzet. Oui, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire assez rapidement, mais effectivement, on ne résoudra pas le problème en 2 mois. Je pense qu'il y a un travail fin à faire, à la fois au niveau des territoires et au niveau des départements, entre l'éducation, la justice, l'État, les collectivités, pour suivre ces phénomènes, déjà mieux les connaître, les suivre, essayer d'apporter des réponses, des détections très, très, très rapides. Et nous, on a un souci aussi en Essonne. La Seine-Saint-Denis l'a connu et a pu récupérer un plan. Il est peut-être insatisfaisant, mais ce plan existe. On a un manque à peu près de 200 policiers, si on fait la comparaison avec les départements franciliens. Il nous manque environ 15-20 personnes de justice, magistrats, greffiers pour pouvoir traiter, parce qu'il y a aujourd'hui toute une partie de la délinquance qui n'est pas traitée. Parce que le parquet d'Évry est totalement embouteillé et l'absence de réponse pénale dans toute sa diversité, parce qu'il ne s'agit pas d'envoyer tout le monde en prison non plus, mais l'absence de réponse pénale se fait sentir. Et effectivement, pour revenir au débat, on a aujourd'hui des jeunes qui sont utilisés par les 16-17 ans, parce que ces jeunes de 16-17 ans ont pleinement conscience
que les jeunes de 13, 14, 15 ans ne risque rien. passent à travers les mailles du filet. Et aujourd'hui, la loi qui Très court, on arrive à la fin. La loi qui se voulait protectrice se retourne contre les plus jeunes parce qu'on les utilise justement, les 15, 16, 17 ans, utilisent les 13, 14 pour faire la basse besogne. Vrai sujet. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alexandre Touzet, vice-président du conseil départemental de l'Essonne, délégué à la prévention de la délinquance, à la sécurité et la citoyenneté et président du groupe de travail de la prévention de la délinquance de l'Assemblée des départements de France et qui travaille au Beauvau de la sécurité. Merci Jean-Pierre Rosenzweig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, membre du Conseil national de la protection de l'enfance et expert auprès de l'UNICEF. Verdict sur Twitter, vous êtes 82,4% à penser que cette jeunesse est perdue. Dans quelques instants, Thomas Binet, Osez Investir, qui reçoit Ronan Lebas, le premier franchisé Stéphane Plaza, et on recevra dans le club une légende du rugby. Ça vous rappelle quelque chose, un grand talonneur bigourdan, Philippe Dintran. Restez bien avec nous sur Sud Radio.